merci d'être là pour cette rencontre avec Gilles Moraton pour ce roman Marconi en personne publié chez Piranha. Merci à Sandrine de la librairie de l'instant de nous accueillir. Alors Gilles, vous avez écrit plusieurs romans, vous avez aussi écrit pour le théâtre. Et là, on est dans une dystopie, une société qui est un petit peu effrayante, on verra pourquoi. Alors peut-être que vous pouvez nous lire le début du roman, on va tout de suite être dans le bain comme ça. Avec plaisir. Les sonneries répétitives et lancinantes des ascenseurs me laissaient indifférent, comme le monde autour. La police est venue la chercher. Ils m'ont amené aussi me libérer dès le lendemain. Dans la nuit, j'ai entendu des cris monter des sous-sols. Je préfère ne pas penser à ce qui se passe la nuit dans ce commissariat. Ça ne me regarde pas. Si les gens sont en prison, c'est qu'ils ont tout fait pour s'y retrouver. Il ne faut pas se mêler des affaires qui ne nous regardent pas. Ces gens ont eu des parents qui ne les ont pas éduqués convenablement. Une bonne éducation doit prendre en compte le fait qu'il ne faut pas se mêler des affaires qui ne nous regardent pas. Ils ne m'ont même pas enfermé dans une cellule. C'est elle qui les intéressait. Ils m'ont amené parce que j'étais là, c'est tout. Et toute la nuit, j'ai entendu les lancinantes et répétitives sonneries des ascenseurs. Le commissariat est l'endroit le plus moderne au monde. Un ascenseur, ça ne tombe jamais. C'est pour ça que ça s'appelle un ascenseur. Mais si tu supposes qu'il va tomber, avec la poisse que tu te trimbales en ce moment, ça ne peut pas manquer, il tombera. Le seul ascenseur au monde à s'écraser au 36e sous-sol, ce sera celui-là, parce que tu es dedans et parce que tu y penses tellement fort que ça ne peut pas ne pas se produire. Autrement dit, si tu supposes qu'il va tomber, tu augmentes les risques réels pour qu'il tombe. Je l'ai rencontrée dans un bar, en pleine nuit. Je devrais dire je l'ai trouvée. Elle était ivre. Je l'ai ramenée chez elle. J'ai attendu le lendemain qu'elle se réveille, et quand elle s'est réveillée, le visage maquillé au scotch-brite, elle m'a demandé « Tu m'as baisé ?» Non, je lui ai répondu « Je t'ai ramené chez toi, mais je ne t'ai pas touché. » Elle m'a regardé comme rarement on regarde quelqu'un, avec un regard qui m'a filé l'impression d'être à poil devant elle, et puis elle m'a dit « Alors tu peux rester. » Je suis resté, et depuis nous avons souvent fait l'amour. Je ne peux pas dire que je l'aime, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est la même chose pour elle. Je ne sais pas non plus ce que c'est qu'être aimable. Je ne sais pas si je peux être aimé, je ne sais pas si ça vaut le coup pour une femme de m'aimer. En réalité, je ne sais pas grand-chose de ces choses-là. Je n'y ai jamais prêté une grande attention, les choses se font ou elles ne se font pas, le reste c'est de l'enrobage. Mais on s'amuse bien, on dit tous les deux. Je devrais dire, on s'amusait bien. Voilà, le tout début. Alors là, on voit déjà le décor donc, de cette société avec cette bonne éducation. Il y a des citoyens bien rangés qui doivent être productifs, parce que ce qui compte particulièrement dans cette société, c'est le travail. Oui, et ce qui est surtout prégnant, c'est l'absence de travail, en fait. C'est un peu marginal dans le roman, mais enfin, c'est assez présent aussi, mais c'est plutôt le manque qui est présent. Et donc des gens qui sont dans un monde où ils n'ont rien à faire, et à qui on fournit un bonheur obligatoire, entre guillemets. Voilà. Donc c'est une société... c'est une dystopie, oui, c'est vrai. Moi, j'imagine ça dans un futur pas si lointain que ça. Mais bon, il y a quelques caractéristiques qui font que c'est une société imaginaire. Le pays n'est pas nommé, il est nommé notre merveilleuse nation. Ça pourrait être la nôtre, bien entendu. La ville n'est pas nommée. Et en fait, on suppose qu'il y a eu un grand changement à un moment, puisque tous les gens vivent dans le même appartement. Dans le même genre d'appartement, pardon. Pas tous dans le même appartement. Et donc, c'est une architecture unifiée. Toutes les façades sont identiques, tous les appartements sont identiques, et tous les décors à l'intérieur des appartements sont identiques. Et ça, c'est très important. Parce que, au moment où arrive Marconi dans le roman,
Marconi, lui, vit dans un de ses appartements, mais il a réussi à conserver une vie qu'on imagine antérieure, à l'ancienne, entre guillemets. Enfin, Marconi qui n'est pas le narrateur. Là, on a Non. entendu le narrateur parler, donc Bella. Et Marconi, donc on y reviendra parce que c'est une espèce d'épicentre en fait, mais qui n'en est pas forcément un. Donc c'est ça aussi toute la saveur de votre roman. Mais il y a énormément de choses qui sont interdites dans cette société. Et vous avez parlé d'un grand changement et en même temps le narrateur s'interroge justement sur la manière dont cette société est advenue. Est-ce que ce ne serait pas aussi parce que les citoyens, les individus, ont progressivement laissé faire certaines choses, abandonné ou n'ont pas imaginé que certaines choses étaient importantes comme la philosophie, comme la musique, etc. L'histoire, la psychanalyse, ce sont des disciplines qui ont disparu, qui sont interdites en fait. L'histoire, on décrète que il n'y a pas besoin de faire des recherches en histoire, il suffit de décider d'une date pour tel événement et on n'en parle plus. C'est pas la peine de programmer des colloques interminables, de faire des réunions d'experts pour ratiociner sur quelques détails historiques, ça ne sert à rien. Donc c'est ça qui a été décidé. La psychanalyse, on n'en a plus besoin puisqu'on est dans une société idéale. Le bonheur est fourni à tout le monde. Donc on n'a pas besoin de psychanalystes. On a besoin de psychanalystes dans une société qui va mal. Or, on nous dit à longueur de journée que tout est pour les mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc, pas besoin de psychanalystes. Et bien entendu, pas besoin de philosophes non plus. On n'a pas besoin de penser le monde, puisqu'on est arrivé à une sorte d'aboutissement. Alors, effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, oui, les choses se sont faites progressivement, il n'y a pas eu de grande rupture, on imagine, ce sont des lois qui ont été prises les unes après les autres, sans que ça soulève d'opposition. Et donc, petit à petit, les gens se sont laissés enfermer dans ce fonctionnement et dans cette société-là. Donc, d'interdiction en interdiction, petit à petit, on a progressé comme ça, avec, bien entendu, une police ultra puissante et ultra présente. Oui. Alors, il y a d'autres choses qui sont interdites. Donc, les livres sont planqués... pour ceux qui en conservent. Les vieux. Voilà. Il n'y a que les vieux qui ont des livres. Voilà, parce que c'est pas tout le monde. Il y a quelques personnes comme ça qui font des écarts. Donc, des livres qui planquent dans certains endroits de leurs appartements identiques. Et puis, il y a la valse, la danse de la valse qui est... Vraiment, on a l'impression que c'est la subversion ultime en fait, dans cette société-là. Alors, pourquoi et d'où vous est venue cette idée avec la danse de la valse? Parce que ça semble incongru, mais ça n'est pas forcément. Ça remonte loin, à plus de 20 ans en arrière, parce qu'au départ, ce texte est un texte de théâtre, qui était une commande. Alors, c'était un festival de Montpellier qui avait programmé ça, donc en invitant 6 auteurs et 6 musiciens. Ça donnait lieu à un spectacle, ensuite 6 fois 20 minutes. Voilà. Donc, sur le premier briefing qu'on a fait ensemble, on tirait au sort une des musiques des compositeurs. Et la musique que j'ai tirée au sort, c'était un truc extrêmement bizarre. Ça commençait par une valse classique, violoncelle et piano. Et puis le gars avait passé ça dans un ordi et ça donnait un son extrêmement distordu, extrêmement agressif, aigu, enfin c'était désagréable même, qui n'était quasiment plus de la musique. Et ce son-là, c'est ce que chante Marconi derrière sa fenêtre, qu'on n'entend pas, parce qu'il y a des doubles vitrages, il y a la rue, etc. Mais on sait que Marconi chante. Voilà. Donc ça vient de là, la valse. Et pourquoi la valse? Parce que c'est un peu désuet et que dans la mesure où on interdit de quelque chose de désuet, bien forcément ça revient à la mode. C'est aussi simple que ça. Donc il y a effectivement dans le roman des salles de bal clandestines où les gens se rendent, c'est ultra secret, il faut des codes, il faut des machins, etc. Et ils vont danser la valse.
Et donc c'est le personnage féminin, Roxane, dont on a entendu parler au début, là dans l'extrait que vous avez lu, est une danseuse de valse, mais il y a aussi un côté très ritualisé dans cette subversion, finalement, en tout cas pour Roxane. Et c'est la raison pour laquelle elle disparaît, c'est-à-dire qu'elle est arrêtée. Elle est arrêtée, mais il comprend rapidement que la valse n'est pas la seule raison de son arrestation. Et effectivement, donc ce Marconi-là, dont elle parle quasiment dès leur première rencontre, elle lâche le nom comme ça, et lui, ça l'interpelle, parce que c'est un nom qui circule, mais personne ne sait vraiment si Marconi existe ou n'existe pas, etc. Et en fait, il se trouve que Marconi, on paie très cher pour observer ce mode de vie à l'ancienne, on paie très cher pour l'observer depuis des appartements qui sont situés en face. Et il se trouve que l'appartement de Roxane est situé face à celui de Marconi. Et donc, elle fait payer des gens pour monter dans cette comble, observer, vivre Marconi. Donc, est-ce qu'elle a été arrêtée pour la valse? Est-ce qu'elle a été arrêtée pour ça? Et donc, à partir de là, le narrateur va rentrer dans ce qu'il appelle la déviance. C'est-à-dire que lui, c'est un citoyen normal, il ne veut pas d'ennui avec les autorités, il arrive à bosser de temps en temps, à faire des petits trucs pour gagner un peu d'argent. Mais il est clean, comme il dit, quoi. Il ne veut pas rentrer dans la déviance. Et en fait, c'est la disparition de Roxane qui l'entraîne malgré lui dans la déviance. En fait. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que représente Marconi dans cette société. Il ne le comprend pas. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que Marconi est là pour laisser un brin d'espoir aux gens, leur dire oui, voilà, notre monde est possible, sans que jamais, bien sûr, on ne se donne les moyens de faire advenir cet autre monde. Mais enfin, il est là, il est possible, il est montrable, on le voit. Ou est-ce que Marconi est une sorte d'agent de l'État qui est là pour maintenir le petit bitonio sur la cocotte minute, quoi, pour pas que le couvercle saute. Et tout le roman tourne autour de ça, en fait. Sur l'utilité, entre guillemets, de Marconi, sa fonction. Est-ce qu'il est finalement une taupe, un agent dormant qu'il a depuis plusieurs décennies et qui se donne à voir? Ou est-ce que vraiment c'est un subversif, quoi. Voilà. Alors il y a deux choses, c'est-à-dire que on peut se poser la question du narrateur. Donc vous avez dit que c'est parce que Roxane est arrêtée qu'il commence à se poser des questions, qu'il commence à enquêter, parce que finalement il n'a pas tant de distance que ça émotionnellement avec Roxane que ce qu'il pouvait prétendre au départ. Oui, bien entendu. Oui. La froideur, elle est apparente. Voilà, et on se demande s'il n'y avait pas quelque chose en germe même avant, et avant la disparition de Roxane, et même avant sa rencontre avec Roxane, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose en germe chez le narrateur qui n'attendait qu'un catalyseur finalement pour se déployer, et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est cette chose qui Ça, je ne me suis pas posé la question, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est fort possible, en fait. C'est fort. Parce qu'il est quand même... il n'hésite pas, quoi. Il y va. Il y va quand il faut y aller, il y va. Il n'hésite pas. Il sait qu'à un moment, il va être comment dire, il reçoit des flics chez lui, il sait qu'il va être soupçonné, enfin, etc. Mais ça fait rien. Il y va quand même. Et il va jusqu'au bout de son truc. Et il va vraiment jusqu'au bout du truc. Bon, on ne va pas parler de la fin parce que ce serait dommage, mais il va jusqu'au bout du truc. Alors, est-ce que c'était un germe avant? En tout cas, lui, c'est tout à fait possible, parce que quand il raconte à Roxane comment on a fait disparaître la philosophie, etc., c'est avec des regrets qu'il raconte ça. Donc, évidemment, il n'est pas d'accord, lui, avec ça. Mais il se tenait à carreau, quoi, jusque-là. Il était... Alors, ce qui est intéressant aussi chez les personnages, parce que les personnages sont quand même très, très fouillés, même Roxane, qui n'est quasiment jamais présente. Oui. En fait, elle existe, elle prend énormément ni Marconi, ni Marconi. Il n'était pas là. Donc Voilà. c'est quand même ces personnages qui sont présents absents, d'ailleurs, c'est à un moment dans le texte. Donc c'est une présence très très particulière. On se demande comment ils trouvent leur liberté, parce que
Roxane apparaît à Bella, donc le narrateur, comme étant une sorte de cristallisation de la liberté. Et on peut aussi se poser la question de est-ce que la liberté pour Bella, c'est pas justement d'échafauder 1000 suppositions, 1000 scénarios autour du personnage Marconi. Alors ça, je ne dirais pas que c'est une liberté, c'est presque un début de folie qui le gagne. Mais oui, ça peut être apparenté à une forme de liberté intérieure, oui, mais il est tellement embringué malgré lui dans cette histoire qu'effectivement, il est obligé d'échafauder des trucs. Et plus il en échafaude, plus il en arrive fatalement, je vais dire, à sa conclusion, à sa détermination sur ce qu'il doit penser de Marconi. Il y a un autre personnage qui est comme ça un petit peu entre deux, ou en tout cas qu'on peut percevoir entre deux, qui est un des policiers, Jack, qui est le policier avec lequel Bella discute, enfin avec lequel il est en contact, exactement, c'est-à-dire un contact autre que purement administratif. Et comment est-ce que vous avez imaginé ce Jack et quelle est sa fonction finalement? Jack, pour moi, au départ, c'était le lien avec Roxane, c'est-à-dire c'est lui qui permettait au narrateur d'aller voir Roxane en prison. Sinon, il n'aurait pas pu. En tout cas, les 2 premières fois, les 2-3 premières fois. Ensuite, on lui interdit de la voir. Il ne peut même plus la voir et il apprend qu'elle a été déplacée ailleurs, etc. Et voilà, et ils se prétendent amis tous les deux, mutuellement, mais en fait, ils ne peuvent pas parler ni de Roxane ni de Marconi, puisque c'est un policier quand même, donc il sait des choses sur Roxane, il sait des choses sur Marconi, mais il ne peut pas en parler avec le narrateur, donc ils ne savent pas de quoi parler quand ils se voient en fait. Et donc ils parlent des ascenseurs qui risquent de tomber, ils parlent de tout sauf de ce qui est important quoi, en fait, pour lui. Voilà, donc et après, il prend, enfin, on ne sait pas, je pense moi que c'est le policier qui prend de la distance avec lui, plus il est impliqué et plus il est mis en cause par un autre policier alors qu'il est inspecteur principal, lui, plus Jack s'éloigne, parce qu'il ne veut pas être mouillé avec lui, ça me paraît clair. Quoi. Au départ, c'est ce lien. Quoi. Voilà. C'est aussi, donc, mais là, on est pareil dans quelque chose d'assez ambivalent. Les personnages et les individus en général ne ressentent rien. En fait, ils semblent traversés par la vie, mais sans véritablement ressentir d'émotions. Le narrateur, lui, s'en défend, Bella s'en défend justement d'être assailli par certaines émotions, mais les autres individus donc, ne ressentent pas forcément la honte, pas l'empathie, et... C'est un monde de gris. Hein. Oui. C'est un monde de gris, et la couverture est super pour ça. Hein. C'est un monde de gris. Donc, j'ai connu enfant la dictature franquiste. C'était à peu près ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à plus de 2 personnes dans la rue. Mais c'est pas interdit. On ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on pense que ça pourrait être mal interprété. Tout simplement. On ne parle jamais politique. Jamais. C'est interdit. Ni au bistrot, ni même à la maison, on n'en parle pas. Donc c'est une chape quand même, ça. Quoi. Et c'est une réalité des États totalitaires, tout simplement. Quoi. Voilà. Donc forcément, les individus sont contraints, ils sont enfermés dans une petite vie, on va dire. Et voilà. Mais il y a effectivement cette question du regard, parce que donc c'est ce que vous venez de dire, c'est la peur d'être épié, la peur que certains gestes soient mal interprétés. Là, dans le texte, il y a la peur de ce regard-là aussi. Hein, bien sûr. Oui. Et en même temps, il y a ce regard de certains individus vers Marconi, qui est regardé.
Oui, alors c'est un symbole en fait, Marconi. Mais on ne sait pas de quoi. Mm. En fait, c'est juste parce qu'il a un buffet chez lui, un ventilateur, une radio, des trucs qui n'existent plus. Et qu'il chante. Il chante de l'opéra tous les soirs. Mais c'est une fixette, quoi, on va dire. C'est largement surestimé. Extrêmement excessif, tu vois. Enfin, voilà. C'est tout le poids qu'on peut mettre sur, tout le poids d'espoir qu'on peut mettre sur quelqu'un qui ne renvoie rien, en fait. C'est ça. Quand on se bat pour faire changer les choses, quand on milite, quand on se bat pour faire changer le monde, il y a un espoir au bout, il y a quelque chose. Là, il n'y a rien. C'est juste voir un type vivre chez lui, quoi. C'est tout. Mais c'est ça la question aussi, c'est est-ce qu'en n'ayant plus aucune arme, plus aucun outil, puisqu'ils ont tous disparu, hein, donc la philosophie, la psychanalyse, l'histoire, etc., est-ce que dans cette société, il y a autre chose qui est possible que ce regard qui tombe dans l'abîme. Mais ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui, dans notre société, là? Enfin, enfin, les éditeurs et les libraires le savent, on vend de moins en moins de livres. Je sais pas, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, quoi, non plus, mais enfin, je suis pas très très optimiste, quoi, voilà, en fait, sur la façon dont on pense le monde et dont on le conceptualise aussi. Il me semble qu'on est en train de perdre des outils intellectuels pour conceptualiser le monde. Quand on lit par exemple le journal de Manchette, qui est un écrivain de romans policiers très très engagé des années 70, qui a tenu un journal, il balance son marxisme, il balance la lutte des classes, mais il ne le balance pas comme ça, quoi. C'est vachement pensé, vachement réfléchi. C'est l'époque de Sartre, d'Aron, enfin tous ces gens-là, quoi. Et il y a qui aujourd'hui qui pense le monde comme ça? Pardon, mais je vois plus grand monde, c'est pas fait comme Kant hein? Bon. Et le centenaire, M. Morin, Oui, Boucheron peut-être, un peu, des gens comme ça, oui, mais qui n'ont pas la surface médiatique ni l'exposition que pouvait avoir Sartre ou Aron, quoi. Oui, puis Boucheron, c'est l'histoire. Donc, oui, c'est l'histoire. Oui, mais enfin, à travers l'histoire, c'est aussi un outil pour penser le monde de l'histoire. Oui, mais les intellectuels dont tu parles à ce moment-là, ils ont une surface de réflexion qui sort de leur discipline. Bien sûr. Ils pensent le monde à Oui, des endroits. bien sûr. Patrick Boucheron régulièrement redit « je suis historien ». Mm. C'est-à-dire que lui-même se replace dans sa discipline en disant « oups là, ne me demandez pas de parler et de penser sur des sujets qui ne sont pas les miens ». Mais ils sont militants aussi à l'époque. Enfin bref. Voilà. Donc, bon. Non, parce que voilà, je sais pas, ça va revenir. J'espère que ça va revenir. Parce que là, ça, en fait, en lisant, je me suis dit, bon ben, excepté peut-être quelques personnes en fait qui continuent à avoir leurs livres planqués, etc. Mais ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire qui n'ont pas de chemin en fait possible, d'où en fait ils peuvent de nulle part. Voilà. De nulle part. En fait, c'est oui. ça la question. Oui. Donc, le personnage de Bella, lui, il ne se pense jamais comme un militant d'une nouvelle société aussi. Enfin, c'est une démarche qui est très personnelle aussi, en fait, dans son parcours. Là. Bien sûr. Mais si on réfléchit sur les principes politiques généraux, et en particulier, si on réfléchit avec une base marxiste, on va dire, là, cette société-là, certes, c'est une société totalitaire, mais pas que, parce que ça s'est fait sans rouspétance, justement, ça s'est fait avec l'assentiment de tout le monde. Et donc, il y a un renoncement. Il y a un renoncement général au combat. Et c'est ça qui est dramatique, en fait.
C'est-à-dire que l'idée même de combat a disparu en réalité. Oui, c'est-à-dire que on peut dire nos ennemis, je dis nous, au sens très large, nos ennemis ont gagné la partie, là, je dis pas ici, là, je dis là, ils ont gagné la partie parce qu'il y a eu renoncement. Et donc, c'est cuit. Là, c'est cuit. Pour remonter la pente, ça va être super dur, voire impossible. Parce que finalement, les îlots de résistance, là, des salles de bal clandestines, etc. Il y a un passage qui est assez frappant où c'est Roxane, je crois, qui dit ça au narrateur, que les musiciens, en fait, ils sont leur instrument, ils sont la musique, ils sont l'idée de la musique, c'est-à-dire qu'ils disparaissent en tant qu'individus. Elle dit ah mais on ne peut pas imaginer que c'est un chauffeur de bus. En fait, c'est le musicien, on ne peut pas imaginer que c'est un chauffeur de bus. C'est-à-dire que l'individu disparaît aussi derrière sa fonction, même là. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est ça parce que c'est interdit. Donc s'ils le font, c'est une forme de résistance. Et donc ils incarnent cette résistance-là. Et ils deviennent leur propre instrument en quelque sorte. Et risque extrêmement gros, hein, parce que il est interdit d'apprendre la musique. Oui. Donc voilà. Oui, c'est une connaissance presque mythique, quoi. Oui, oui, c'est des gens qui ont réappris, ou je ne sais pas moi, ou alors qui jouent à l'instinct. C'est possible aussi de jouer d'un instrument sans avoir appris le solfège. Mais là, à partir du moment où même eux, leur propre singularité d'individu disparaît, on peut se demander si c'est réellement un îlot de résistance, quoi, ces salles de bal clandestines. Ben, oui, je me suis posé la question. Est-ce que c'est toléré par les autorités parce que ça va pas bien loin, finalement, de danser la valse, parce qu'on ne va pas non plus arrêter tout le monde. On a déjà arrêté plein de gens qui descendaient dans la rue au début, etc. On les a plus revus. Donc voilà, je ne sais pas trop en fait. C'est sans doute que pour les gens qui participent, oui. Sans doute, oui, c'est une forme de résistance, incontestablement. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que le ton de votre roman, c'est pas complètement sombre ni noir. Alors évidemment, le décor, là, tout ce qu'on raconte depuis le début, le mien, c'est pas très sautillant, mais il y a un ton qui est aussi avec beaucoup de distance et qui est plein de drôleries par moment. Hein. Donc peut-être que vous pouvez aussi lire un autre passage. Alors en fait, juste pour rebondir sur ce que vous dites là, quand la pièce a été créée, j'ai pas pu assister aux répétitions. Donc j'ai donné le texte. Les deux comédiens s'appelaient Béla et Stéphanie, donc ils sont devenus des amis, c'est devenu les noms des personnages. Et en fait, je suis allé à la première, à la représentation, et je suis resté sidéré, pour pas dire sur le cul, parce que pour moi, c'était effectivement un univers très noir, très sombre, et eux, c'était super drôle ce qu'ils avaient fait. C'était pas une comédie au sens guignolesque, ou grand guignolesque, c'était drôle. Voilà. Alors un petit passage. Donc, le narrateur ne veut pas. Le narrateur, Marconi, jusque-là, il s'en foutait. Il ne voulait pas en entendre parler. Ça ne l'intéressait pas de voir vivre un vieux en pantoufles chez lui. Roxane ayant été arrêtée pour ça, enfin, entre autres, etc. Il se dit, il faut quand même que j'aille voir ce type. Donc il prend contact avec la personne qui a remplacé Roxane dans son appartement pour aller voir Marconi. Mais il lui faut un téléphone, parce qu'il faut filmer ce qui se passe. Et lui, il n'a pas de téléphone. Donc il se contraint à aller acheter un téléphone. C'est ce passage. Ah oui, ça c'est carrément autobiographique. Presque. Là, il y a eu l'intervention pour ceux qui Alors, auraient les pas parasites, hein, bon. que c'est quasiment autobiographique.
La vendeuse de la boutique de téléphone a dû être vendeuse aux grandes galeries dans une autre vie. Elle leur ressemble. C'est simple, si elle cherchait du travail, elle n'aurait qu'à se présenter aux grandes galeries pour être recrutée. Il virerait sans doute une autre pour la garder à elle. C'est écrit sur son visage. Je suis là, voyez, mais ça n'est qu'un tremplin pour moi. Bientôt, je travaillerai aux grandes galeries, car là est mon ambition. Je veux être vendeuse aux grandes galeries, si possible au rayon des parfums. Son chemisier ne bâille pas. Elle va devoir faire un petit effort de ce côté-là, mais pour le reste, rien à redire, elle est parfaite. Deviendra vite, à n'en pas douter, derrière le comptoir des parfums, un but à la promenade des promeneurs désoccupés, la perle de leur journée. Je ne dis pas ça pour me moquer, nous sommes tous conditionnés d'une façon ou d'une autre. Elle veut à tout prix me faire acheter un téléphone super cher, en me vantant un niveau de technologie jamais atteint. Je n'ose pas lui dire que je m'en fous à un point qu'elle n'imagine même pas. Pardon, je lui dis simplement que ça ne m'intéresse pas de pouvoir être opéré à distance grâce à mon téléphone. Je préfère encore les mains tremblantes d'un chirurgien alcoolique. Elle me regarde comme si j'étais fou. Peut-être le suis-je sans le savoir. Bouche bée, au bord des larmes. Elle ne comprend pas quel genre de sauvage elle a face à elle. Je la sens à deux doigts d'appeler la sécurité. Je vais prendre le moins cher, lui dis-je. Suffit qu'il capte en vidéo. Oui, oui, répond-elle dans un murmure, c'est une fonctionnalité de base sur tous les modèles au monde. Vous souhaitez découvrir nos formules d'abonnement? D'abonnement? D'abonnement à quoi? Nouvelle crise de larmes retenues. Mais au téléphone, pour téléphoner, il faut un abonnement. Je vous remercie, mais je ne souhaite pas utiliser le téléphone pour téléphoner. Je sens son système de valeurs s'effondrer. Je dois être à l'opposé de tout ce qu'on lui a appris sur les clients dans son école de vente. Il faut que je m'en aille vite fait avant de la rendre neurasthénique. Voilà, donc il y a quand même, en fait, c'est ce point. Voilà, là on est dans quelque chose aussi d'absurde dans la mesure où le narrateur étant un peu en dehors de ce roulement de cette société, eh ben ça se grippe et ça devient quelque chose d'absurde finalement. Ah oui, mais ça lui retombe dessus après, parce que quand le flic vient chez lui et lui demande le téléphone, il sait qu'il a vu Marconi. Ils savent tout. La police sait tout. On ne sait pas comment, mais ils savent tout. Donc il s'est dit, il avait planqué le téléphone chez lui, mais il sait très bien que ça ne résisterait pas à une perquisition, quoi. Donc il lui donne le téléphone tout de suite. Oui, c'est ça, parce qu'il est ça aussi... lui retombe dessus, quoi. Ouais. Ouais. Il est aussi, et ça là aussi, ça confine presque à la folie, mais c'est ce que vous montrez dans les régimes totalitaires, c'est-à-dire que l'anticipation de l'interprétation que vont pouvoir faire c'est exactement ça. sur ses propres gestes, ça finit par continuer à la folie. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Et donc il est constamment sur un fil en fait, quoi, parce que il ne veut pas basculer du côté de la déviance, mais en même temps il sent qu'il y est entraîné. Cette histoire de téléphone, ça le perturbe à un point pas possible, enfin, malgré le fait que ce ne soit pas autobiographique. Enfin, voilà. Alors si on revient, c'est parce que les grandes galeries, c'est pas anodin que vous ayez aussi choisi ce passage-là, c'est que les grandes galeries, c'est aussi tout un symbole. C'est tout un symbole, bon évidemment, là dans la consommation, mais aussi sur ces vendeuses des grandes galeries. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'individus formatées d'une certaine manière, et là c'est les vendeuses. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce... Mais parce qu'elles sont belles. En fait, si vous allez aux Galeries Lafayette, enfin, j'ai écrit un texte, une nouvelle, il y a assez longtemps, sur la journée d'un chômeur à Béziers. Donc, qui commence à 7h du matin jusqu'à minuit passé. Dans sa journée, il y a un passage aux Galeries Lafayette, tous les jours. Il va voir les vendeuses. Et puis entre eux, il se dit, il y a une nouvelle au rayon des valises, on va la voir, elle est super et tout. Ils vont au rayon des valises, il y a un panneau, prière de s'adresser au rayon machin, il la voit pas, enfin voilà, c'est tout un truc. Et puis c'est
voilà, c'est un petit éclair de beauté, de bonheur, peut-être, de quelques instants. Mais voilà, ça éclaire le moment, on va dire. Voilà. Alors, vous venez de parler de Béziers. Est-ce que y a dans l'écriture de ce roman aussi en arrière-fond de votre inspiration Béziers, ce qui se passe à Béziers Alors, déjà peut-être pour recontextualiser. Ce qui se passe à Béziers, c'est compliqué. Je ne peux pas trop en parler publiquement parce que le maire de Béziers est mon employeur. Je suis bibliothécaire, donc voilà. Mais je ne vais pas me gêner pour en parler de toute façon. On n'en est pas là, fort heureusement. Mais enfin, voilà, un type comme ça qui est réélu à 70% au premier tour. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Je veux dire que toutes les listes opposantes à Ménard, à Béziers, auraient fait liste commune, il passait quand même. Et il a sauvé les galeries Lafayette. Voilà, alors les gens disent, ouais, il fait des trucs, ouais, il fait des trucs. Mais c'est un facho, quoi. Voilà. Il embellit les façades. Comment? Il embellit les façades. Je n'ai pas compris. Il embellit les façades. Il embellit les façades. Oui, alors, les façades, c'est un plan qui date de 10 ans, quoi, quand même. Bon, enfin, bref, on les lit prête. On va pas épiloguer là-dessus. Non, franchement, ça m'a pas inspiré pour ça. Non, mais enfin, moi, je suis quelqu'un de très politisé. Et jusqu'à peu de temps en arrière, enfin, là, aujourd'hui, je me considère comme ayant été un imbécile. Parce que, pour moi, c'était deux mondes absolument imperméables. La politique et la littérature. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je connais de mieux dans le monde, c'est la politique et la littérature. Pourquoi ne pas les faire cohabiter, quoi? Voilà. Donc, et en même temps, j'aime pas beaucoup les romans tract, entre guillemets. C'est pas mon truc du tout, quoi. Un roman trop politique, qui serait trop politique, c'est... Bon, là, ça l'est. Mais voilà, je le revendique, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est pas un manifeste. Non, c'est pas un manifeste. C'est plutôt un avertissement qu'un manifeste. Et est-ce que là, parce que il y a sur cette question de l'individu comme devant être aussi productif, comme ayant le but, parce que bon, rire est suspect aussi, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est en dehors finalement des rails, tout ce qui peut justement faire un pas de côté aux individus est suspect, voire déviant, etc. Et c'est le sentiment qu'on a pu avoir, que certains ont pu avoir là pendant les confinements. C'est-à-dire que vous pouvez aller travailler, mais voilà, la vie se résume au travail. C'est écrit avant. Mais voilà, c'était la question. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait ça a dû vous faire bizarre, non? En fait, un confinement pour un romancier, c'est l'idéal. Non, je plaisante, mais oui, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange de voir des villes vides, des villages vides et les restos, les bistrots fermés. C'est très étrange. Et effectivement, il y a un écho, quoi. Mais après, je sais pas. Non, mais l'histoire du rire, c'est un petit clin d'œil à Aristote et à l'Inquisition, entre guillemets, quoi, où très très longtemps le rire était suspect, parce qu'il détournait de l'idée de Dieu, en fait. Le rire détournait de l'idée de Dieu. Et donc, c'était mal de rire. Et c'était considéré comme, dans les milieux ecclésiastiques, comme interdit. Il ne fallait pas rire. Donc là, c'est rapporté à la vie de l'entreprise, où rire, c'est perdre du temps, donc c'est faire perdre de l'argent à l'entreprise. Voilà, c'est un petit clin d'œil, quoi. En fait, là ce que je suis en train de me dire, c'est que, parce que c'est le tout début du texte aussi, sur la bonne éducation.
Mais d'où elle vient dans cette société la bonne éducation en fait? C'est la même que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Mm. C'est ce qui est transmis par les parents, en fait, les codes. Mm. Les codes de fonctionnement d'une société, qui ne sont pas forcément les mêmes en Amérique du Sud, en Chine ou en France. Oui. Voilà. Mais qui ont quand même des points communs sur toute la planète. Je crois que tu auras point. On revient c'est quelque chose de commun à l'ensemble des... Il y a comme ça des choses qui sont communes. L'inceste est quelque chose de commun, par exemple, aussi. Mais là, donc là, ouais. Parce que là, c'est plus que les codes transmis qui sont donc marqués socialement. Hein, mais ça, pour moi, c'est de l'humour. Ça, pour moi, c'est vraiment de l'humour quand il dit ça, quoi. Il se moque de lui-même et il se moque des gens, quoi, en disant une bonne éducation, c'est nanani, nanana, nanana. On sait très bien ce que c'est, quoi. Et on sait très bien que si on fait ça, on risque la prison. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y a tout... effectivement, donc c'est l'humour, mais aussi il y a énormément d'ironie. Mais il n'y a que moi qui le comprends, ce passage. Donc, bon... Il y a beaucoup d'ironie aussi donc dans ce roman et chez le personnage, parce qu'en fait, tout est toujours à double sens, quasiment, quand il parle. Oui, et ça va loin, ça va jusqu'à l'idée qui se fait de Marconi, qui est à double sens aussi. Et il cherche sans arrêt lequel des deux sens est le bon. Tu vois, je peux lire juste un petit passage où justement c'est... Donc il se demande si derrière Marconi il y a une organisation. C'est la question qui se pose à ce moment-là. Tâchons de penser l'organisation. Une organisation qui aurait programmé et mis en place Marconi. Déployer toute une logistique pour lui donner les apparences de l'excentricité romantique, érigée en modèle vivant. Car s'il n'y a pas d'autre monde possible, il faut un Marconi en tant qu'objet de projection et d'adulation, avec tous les excès de l'adulation. Autrement dit, le moindre des actes de Marconi devient un acte extraordinaire. Si les gens pouvaient le voir pisser, ce serait à leurs yeux un acte extraordinaire. Il faut aller plus loin. Il ne s'agit pas d'une organisation secrète. Ce sont les services de l'État. Nulle autre entreprise n'aurait été en mesure de déployer autant de moyens pour ce qui serait une blague de potache. Peut-être même un service parmi les plus occultes aux agents sans existence fixe, ectoplasme, hommes à tout faire, barbouzes des basses besognes. Une enquête des plus poussées ne parviendrait pas à les authentifier, ni à prouver derrière leur existence celle de l'État. Voilà. Nous vous posons Marconi ici. Il sera ce que vous n'êtes plus. Un véritable être humain face à lui-même. Il sera ce que vous voudriez être, mais que votre lâcheté vous a contraint à oublier. Il cumulera toutes les supposées perfections du monde ancien dont nous nous sommes efforcés de faire disparaître la mémoire. Vous voulez devenir Marconi? Voilà le modèle. Servez-vous, il est à vous. Nous n'avons aucune crainte. Cela ne nous fait pas peur de le laisser là, nous vous connaissons bien. Si vous réussissiez l'exploit de devenir vous-même à l'image de Marconi, ça ne vous conviendrait pas parce que rien ne vous convient de votre vie. Vous êtes pétri d'insatisfaction, vous en êtes constitué, elle est désormais intégrée à votre code génétique. Et si nous faisons cela, ce n'est pas par générosité ni par altruisme, nous ne connaissons pas ces notions. Si nous le faisons, c'est pour vous lâcher un os à ronger, de quoi satisfaire à votre besoin d'exotisme. Nous vous le posons là et il sera clandestin dans la ville, pour ne pas vous donner à penser que nous le contrôlons. Il sera votre centre d'intérêt, l'idole nouvelle d'un monde sans religion, muet et christique, dépositaire d'une certaine esthétique de vie. Il se donnera à vous et vous le recevrez dans la grâce de votre naïveté. Marconi est un acteur. Voilà. Ça, c'est mon passage préféré. C'est pour ça que je voulais le lire. Parce que c'est exactement... C'est rare quand on écrit d'arriver à formuler exactement ce qu'on veut dire. C'est assez rare. Il n'y a que les poètes qui arrivent, en fait. Et là, j'y suis arrivé. C'est un passage qui fait 2 pages. Et à la fin,
j'étais dans un état second, me suis même dit, méfie-toi, demain tu vas le relire autrement. Et ben non, ça c'est resté. Donc je suis très content de ce passage. Petite satisfaction personnelle. Peut-être que après ces lectures de passage, et vous auriez envie de poser des questions à Gilles Moraton. Moi, je trouvais ça m'aurait étonné. Je trouve qu'il est un peu lent. Je trouve que dans Marconi, on retrouve quelques-unes de tes obsessions d'écrivain. J'en ai plein. Ouais, mais justement, donc dans Bocal Terminus, il y a comme ça aussi ce monde très fermé, qui est un texte que... Ouais, c'est vrai. C'est un texte politique aussi. Aussi très politique, inspiré de la Chine. Hein. En quelques, vous pouvez parler de Bocal Terminus. Alors, Bocal Terminus, c'est un texte, un monologue pour le théâtre, qui a été édité par les éditions Effraction, Franck Olivier. Et un monologue à peu près d'1 heure, 1h05, 1h10, qui n'a pas été monté, qui a été lu en public par un comédien, mais qui n'a pas été vraiment monté. Donc oui, c'est à la suite d'un voyage en Chine où j'ai été invité dans un endroit extrêmement étrange, qui est une sorte de bain, on pourrait dire de source d'eau chaude, avec tout autour des bâtiments extrêmement luxueux, et c'est réservé à une nomenclatura, à des plutôt politiques du parti, quoi. Voilà. Et le seul truc, c'est que c'est implanté en plein dans une région extrêmement pauvre. Et donc on a été là-dedans, et puis moi je suis sorti pour aller faire des photos. Et donc il y a un décalage en 5 minutes de marche, il y a un décalage, mais entre deux mondes, quoi. C'est comme si on passait de New York au Congo, quoi. Enfin voilà, c'est au pays d'Afrique le plus pauvre, quoi. C'est exactement ça. Et ça a été un choc en fait, et c'est de là qu'est venue l'écriture de Bocal Terminus, quoi. Alors, c'est un type qui est enfermé. Voilà, il y a un type qui est enfermé, qui se demande s'il devient fou. Et ça revient un peu à la question de Bella qui s'interroge. Il est enfermé, mais il ne sait pas pourquoi il est enfermé, ni jusqu'à quand, ni rien, il ne sait rien. Et finalement, ça, c'est terrible, quoi. Finalement, comme Bella dans cette société. Ouais. À la différence que là, il est dans un bocal, parce qu'il a voulu s'immiscer, rentrer dans ce complexe qui lui était interdit, il s'est fait attraper, ouais. Il sait pourquoi il est arrêté. Bella est dans la société comme tous les autres, mais oui. sans issue. Et c'est la question de est-ce qu'on résiste à cette folie de n'avoir aucune perspective. Ouais. Ouais, je trouve que... mais c'est exactement ça en fait. Mais c'est vrai que en ce sens, ils se rejoignent les deux textes, effectivement. Mais normalement, je fais des trucs plus rigolos. Hein, c'est pas... mais justement, j'allais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que c'est aussi très drôle dans le monologue de Bocal Terminus, le comédien qui l'a interprété, pareil. Oui, c'est vrai. Ça peut être drôle. C'est drôle dans l'autodérision, quoi. Oui. Dans le plan sérieux, c'est quelque chose que tu maîtrises très bien. L'air de rien, tu nous amènes à sourire sur des choses qui sont quand même assez terribles, mais qui quand même portent à sourire. Oui. Après, j'avais une autre question. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le lieu où pourrait s'incarner la résistance, ou en tout cas où la graine pourrait renaître, c'est l'intime? Parce que finalement, il n'y a que l'intime qui revient. Bien sûr. Mais c'est dit dans le texte. C'est dit dans le texte. C'est la question de l'intime. Elle lui dit, Roxane, à un moment, elle lui dit, il n'y a que le cul qui n'est pas contraint. Et donc, elle va jusqu'à organiser une séance. Alors, elle est terrible, Roxane. Elle lui ramène une fille chez lui, quoi. Pauvre garçon. Et donc, voilà, il se passe ce qui doit se passer entre 3 personnes. Et puis il découvre après des photos, et là, il comprend le sens de ce qu'elle lui a dit en disant il n'y a que le cul qui ne soit pas contraint.
Parce qu'effectivement, c'est un des rares espaces de liberté. Mais je pensais à l'intime même au-delà. Parce que finalement, la question qui était posée par Delphine tout à l'heure de alors, savoir... on va définir l'intime d'abord. de savoir comment les musiciens qui jouent la musique ont appris la musique. Mais il y a aussi un rapport à l'intime dans cet apprentissage de la musique. Et on peut se poser la question si Marconi existe, c'est-à-dire que s'il y a au moins une personne qui a des objets et le souvenir de comment c'était avant, peut-être y en a-t-il d'autres, peut-être que cette transmission s'est faite dans l'intime, entre un parent et un enfant, peut-être que ces musiciens... Apprendre à jouer de la musique, là, moi je le vois comme les gens tu vois, en 43 qui se réunissaient dans des caves et qui allaient chercher après des parachutages de grenades, quoi. Tu vois, c'est la même chose. C'est un moyen de résistance, d'apprendre la musique. Oui, mais comme se transmettre les poèmes, ce qui s'est passé, se réciter les poèmes et se transmettre les poèmes. Ils sont obligés de les apprendre par cœur, les textes. Sinon ils disparaissent. Et donc l'intime, c'est peut-être le petit héros où planter la graine de la résistance de demain. Oui. Mais alors, on ne va pas dévoiler la fin. Non. Mais du coup, je peux rien dire. Mais voilà, après, si on prend 1984, en fait, c'est ça, hein, c'est le rêve, l'amour, le cauchemar, la peur. Oui. En fait. Ce qui est au tréfonds, en fait, C'est juste que si je pouvais en avoir autant, ça m'arrangerait. Mais sinon, bon. Oui, non, mais justement, au début, vous parliez un peu du meilleur des mondes aussi. Oui. Alors, entre le meilleur des mondes, 84 et votre roman, comment vous le positionnez par rapport à ces deux œuvres? Je n'ai pas voulu relire 84 parce que je me suis contraint à ne pas le relire. Mais forcément, je l'ai lu, j'avais 20 ans, j'en ai 60, bon, il y a 40 ans qui ont passé. J'en ai sans doute retenu l'essentiel. Le meilleur des mondes, non. Pour moi, là, il n'y est pas. C'est autre chose, quoi. C'est autre chose. 84, oui. Honnêtement, c'est une référence. Ouais. Kafka aussi. Et Kafka, absolument. Oui, puis aussi la notion d'acceptation, parce qu'il y a la contrainte avec l'exemple chinois ou éventuellement l'islamisme, Timbuktu, l'interdiction de la musique et du rire. Et puis il y a aussi la notion d'acceptation avec, par exemple, la cité radieuse, le Corbusier. Tout le monde est tellement content d'être traité à égalité qu'il n'y a plus d'envie de faire de la politique, puisque chacun a ce qu'il attendait, et donc n'a plus rien à demander. Donc moi, il y a un petit peu ce passage aussi qui est plus récent et qui a existé de façon un peu éphémère. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, sauf que là, il y a en plus la menace. C'est-à-dire que on vous dit que vous êtes bien, donc vous êtes bien. Non mais ça c'est la contrainte, je veux dire. Ça c'est la première partie, la contrainte, on est d'accord. Mais il y a aussi ce phénomène de l'individu qui collectivement est prêt à accepter. Alors, on va pas parler de politique aujourd'hui, l'abstention, etc. Mais parce que quand on parlait de l'élection de Ménard à Béziers, c'est 70% de 30%, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Bon, il faut aussi en oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, pourquoi les autres ne vont pas voter? J'en sais rien. Non, mais c'est juste un constat mathématique, c'est rien d'autre. Mais peut-être parce que ce qui est proposé aussi, c'est pas terrible. C'est peut-être ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je veux dire, attends, juste un truc, parce que ça, c'est super important. J'ai vécu les années 70 et je vis aujourd'hui dans les propositions, les programmes des partis politiques, c'est absolument pas comparable. Je veux dire, un mec s'est fait élire président sans programme. Il a bouclé un programme en 2 mois, rapidos. Mais elles sont où les idées? Alors, les idées pour changer le monde, elles sont où? Non, c'est là où elles sont plus au PS, elles sont plus à droite, elles sont plus... C'est là où on peut trouver terrifiant le personnage de Marconi, qui n'a pas de proposition, n'a pas de projet, donc ne risque pas de déplaire à qui que ce soit, puisqu'il ne va pas au combat, il ne porte pas quelque chose. Par contre, chacun peut projeter sur cette page blanche ce qu'il veut.
Oui, mais c'est Mais dérisoire. quelque part, oui, mais C'est quelque part, dérisoire. c'est un petit peu aussi ce que l'on Oui. peut dire des politiques aujourd'hui qu'on élit. On les élit pas sur des programmes, on les élit sur une figure, Oui. une sympathie, un mouvement. Ouais, mais après, on s'en mord les doigts. Bah Oui. Et ouais. Bon, ça, c'est une autre question. Mais il y a C'est pour le prochain bouquin. Ça. Non, j'ai un peu arrêté avec la politique. Alors, à propos de prochains bouquins, il y a Dominique Panchèvre qui vous salue depuis Caen. Oui, Voilà. d'accord. Vous connaissez sûrement. Ouais, Oui, c'est- d'accord, super. Et qui dit quand vas-tu écrire sur cette enfance sous le régime franquiste? Mais j'ai déjà écrit. Ah bah, voilà, il a sa réponse. J'ai déjà écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Le chemin de la plage, qui est un des rares livres autobiographiques que j'ai écrit, malgré ce que dit Franck Olivier. Et où il est question effectivement de ces... Il est beaucoup question de l'Espagne. Bon, moi je suis fils d'Espagnol, mais né en France. Et donc je raconte pas mal de choses dans ce livre-là. Le chemin de la plage, ça a été publié chez un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait François-Marie Desrolles, et dont le fond a été repris par Verdier. Donc il doit être encore dispo chez Verdier, s'il veut le commander, Dominique, il n'y a pas de problème, parce que moi j'en ai plus. Voilà. Mais de temps en temps j'y reviens sur l'Espagne, c'est toujours... Alors, il dit oui, mais un peu plus. Ah. Pas que des nouvelles. Ou un Ouais, peu plus. mais bon, après, moi je l'ai... Enfin... Alors, alors il y a... J'ai quand même écrit un roman qui s'appelle Pas la défaite, et où il est beaucoup question de l'Espagne aussi, qui n'a pas été publié pour l'instant. Il est beaucoup question de l'Espagne et d'une histoire personnelle aussi, avec mon père qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a des récits croisés dans ce roman-là entre la débâcle, la guerre d'Espagne et une grève dans une propriété viticole du sud de la France. Voilà, donc il y a 3 récits croisés en fait dans le roman. Et donc, il y a une grosse partie qui est sur la guerre d'Espagne. Voilà. Mais 2 choses qui m'ont été... Je suis pas un écrivain qui se documente, je ne me documente pas. Et on lit trop de pages Wikipédia dans les romans. Et ça, c'est un peu comme ça. Donc je fais avec le matériau que j'ai. C'est-à-dire, j'ai un oncle qui a fait la guerre d'Espagne, mon père ne l'a pas faite, il était naturalisé avant. Mais un oncle qui a été ensuite réfugié dans l'Aveyron après la Letelada, chez qui j'allais en vacances aussi, qui lui m'a raconté des choses. Mais j'avais 12 ans. Et c'est le souvenir de ces choses-là qui me restent, que j'exploite, entre guillemets. C'est mon matériau. Mais de cette génération, on fait partie, parce qu'on a 2 ans d'écart. Moi, avec ma famille, on était passionnés de Méditerranée, de tout cet espace-là. On n'était jamais allé en Espagne, parce que ma mère s'y refusait, elle ne voulait pas aller dans un pays franquiste, pourtant qui essaie d'attirer plein de touristes. Est-ce que vous, par exemple, avec votre famille, vous avez connu l'Espagne enfant, vous êtes retourné, ou est-ce que vous avez attendu la libération de la dictature pour pouvoir retourner? Mon père vivant n'est jamais retourné en Espagne. Et Franco est mort en 1975, mon père en 1984, et donc il y a eu 2-3 voyages, oui, où on est allé avec lui en Espagne, en particulier du côté de Elche, enfin Barcelone beaucoup, et Elche, où on avait des amis, de la famille, et des amis aussi qui étaient du côté franquiste, parce que c'était ça l'Espagne à l'époque, quoi. Et un mec qui se retrouve avec une usine de chaussures, des plus importantes en Espagne, qui était un ancien copain de mon père, qui lui était ouvrier agricole en France. Et une orangerie de 200 ou 300 hectares, quoi. Enfin, un truc gigantesque. Et c'était des potes, quoi, qui ne s'étaient jamais revus jusque-là. Il est allé le voir, mais il ne s'est pas passé grand-chose, en fait.
Moi, j'ai aucun problème avec l'Espagne, j'y vais sans problème. Voilà, mais c'est vrai que j'ai vécu ça. Et pour la petite anecdote, la première fois que je suis allé, il était interdit de parler espagnol à la maison, donc je ne parlais pas espagnol. Et quand je suis parti à Barcelone à 12 ans, tout seul, en bus, enfin ma mère m'a fait venir au bus, et une tante me récupère à Barcelone à l'arrivée. Donc c'était le week-end, on est parti, ils avaient une toute petite maison secondaire dans les alentours de Barcelone, dans les Pinèdes. Et on est parti toute la famille, il avait trois enfants, dont un de mon âge à peu près, bref. Et puis quand il a ouvert la maison, j'ai entendu des hurlements de colère du père. Et on s'est précipité dans la maison. Et le fils aîné, qui avait 21 ans, avait peint un mur de sa chambre rouge avec une faucille en marteau dessus. C'était en 72. Quoi. Ça valait la tôle quoi, à l'époque. Donc il est allé, mais sur le champ, acheter un pot de peinture, il a mis le fils à repeindre le mur jusqu'à ce que ça disparaisse. Quoi. Ça, je l'ai vécu. Quoi. Et c'était pas un mec de droite, c'était pas un franquiste. Et les enfants, ils étaient à fond. Dans ce genre de régime, où tu te plies et tu arrives à faire quelque chose, c'est pareil en Chine aujourd'hui. Sinon, tu fais rien. Et tu es considéré comme un paria. Et l'espagnol interdit, c'était en famille, ça? C'était pour apprendre le français, pour s'intégrer. Oui. Mon père parlait français à peu près, on va dire. Sinon, la langue de la vigne, c'était un mélange de catalan, d'occitan, d'espagnol et de français. Avec ses copains, il parlait une langue qui n'existe pas, en fait, mais qui est extrêmement riche. Un jour, je me suis rendu compte que je comprenais le catalan et que je ne savais pas pourquoi. Ben, c'est ça, en fait. Et je suis parti, je suis resté 1 mois et demi à Barcelone à 12 ans. Je suis reparti, je parlais espagnol, quoi. Et ça ne m'a plus quitté après. Voilà. On est allé vers des choses très personnelles. Bah oui, finalement. Hein. Voilà, donc. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup Gilles Morato, donc Marconi en personne chez Piranha. Et merci beaucoup Sandrine pour l'accueil dans cette belle librairie, si vous ne la connaissez pas encore. Courez-y. Voilà. Merci Delphine, merci Gilles d'avoir été là ce soir.